Alors déjà, évidemment, la principale source d'innovation chez les moteurs, c'est aussi déjà de s'adapter aux évolutions du contexte, hein, aux évolutions de l'univers dans lequel ils évoluent. Donc, c'est-à-dire essentiellement donc l'univers du web. Et donc l'une des choses les plus structurantes en ce moment, c'est la montée en puissance extrêmement rapide des usages mobiles. Pour une fois, lorsque les gens qui faisaient de la prospective ont fait des prévisions de trafic mobile, donc là c'est une courbe qui remonte à 2010. Pour une fois, on a eu affaire à une prédiction qui s'est réalisée, c'est-à-dire que oui, en 2014, aux États-Unis, le temps passé sur mobile a bien dépassé le temps passé sur desktop. Et c'est quelque chose qui est annoncé pour également la France à partir de 2015. Donc on est déjà dans une situation dans laquelle les usages sur appareils mobiles, sur tablettes, sur smartphones sont en train de dépasser donc les usages desktop. Donc ça veut dire que déjà les moteurs sont obligés de tenir compte de cette réalité. Et on voit apparaître depuis quelques mois, notamment chez Google, la volonté d'adapter l'algorithme du moteur de recherche à ces usages mobiles. Donc jusqu'ici, en fait, on avait des petites différences d'affichage, certes, mais toute la manière dont les résultats étaient classés étaient basés sur des informations qui apparaissaient uniquement dans le contexte desktop, donc avec parfois quelques surprises, c'est-à-dire que très concrètement, il y a des pages qui sortaient sur des requêtes qui sont en réalité inaccessibles sur smartphone lorsque les gens utilisaient la recherche sur mobile. Bon. Donc ça c'est un problème. Donc c'est aussi pour ça que Google commence à vouloir maintenant déclasser les sites qui justement ne gèrent pas bien la transition de l'usage mobile au desktop et réciproquement. Mais donc voilà, on a donc maintenant un début de commencement d'algorithmes différenciés. Qui se manifeste déjà par ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire la mention des pages qui sont optimisées comme mobiles sur les écrans des smartphones. Alors évidemment, donc cet usage mobile extrêmement répandu demande un changement d'interface. Parce que ça c'était une prédiction qui ne s'est pas réalisée il y a 3 ou 4 ans. On a annoncé que avec l'usage sur smartphone, les gens allaient moins utiliser les moteurs de recherche parce que c'est compliqué de taper sur un smartphone. Bon, c'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, la recherche mobile est quelque chose qui se développe au rythme des autres usages sur mobile. Mais ça veut dire aussi que malgré tout, il y a une difficulté supplémentaire. On est sur des petits écrans, on est sur des objets qui sont sur lesquels c'est difficile de taper des textes extrêmement longs. Donc évidemment, ça change un petit peu la manière de faire les requêtes. On verra plus loin que la solution, c'est l'interface vocale avec tout ce que ça implique comme changement dans la manière de traiter les requêtes. Puisque qui dit interface vocale dit requête en langage naturel. Ah. Voilà, bon ça je fais un peu de teasing, mais dans un petit quart d'heure on va vous parler un petit peu plus longuement de ça. Google a clairement en septembre 2013 basculé sur une nouvelle architecture qui lui permet de mieux traiter les requêtes en langage naturel, et c'est une évolution qui annonce là aussi des changements assez radicaux dans la manière dont les moteurs vont fonctionner. Alors la recherche vocale, comment ça marche en temps normal? Donc simplement voilà, on dit à la voix What's the weather like in San Francisco, et l'interface du smartphone permet d'avoir la réponse directe sur l'écran, et évidemment c'est un progrès. Autre challenge auquel ont affaire maintenant les moteurs de recherche, c'est le fait que de plus en plus les usages multi-écrans se répandent. C'est-à-dire que en même temps, les gens peuvent avoir le téléviseur allumé, le smartphone à côté d'eux et donc le desktop, le laptop sur les genoux. Ok, dans ce cas-là, si quelqu'un a envie de faire une recherche, à quel écran il va s'adresser? Sur quoi il va taper?
Ouais, problème intéressant. Et là aussi, bah, évidemment, l'une des solutions, ça sera justement de permettre de fournir une recherche donc la plus aisée possible dans le cas d'usage multi-écran. Mais là, ça va plus loin parce que donc dans l'évolution du web, on est aussi confronté maintenant donc aux objets connectés qui se répandent de plus en plus. Là sur cette illustration, vous avez à la fois les Google Glasses. Ok, donc Google a arrêté de les diffuser provisoirement, mais je pense que cette partie remise, ils annoncent déjà une nouvelle version beaucoup plus sophistiquée pour dans 1 an et demi. C'est en 2014 aussi qu'on a vu l'explosion des ventes de montres connectées. Dans l'illustration, vous avez aussi Nest, qui est un thermostat intelligent, enfin qui permet de faire de la domotique, et qui possède là aussi potentiellement des capacités d'interface vocale avec ce que vous voulez, en termes d'outils, y compris avec un outil de recherche. Et puis, bon, ça fait polémique depuis quelques jours, mais donc il y a aussi de l'intelligence maintenant et de l'internet dans les téléviseurs. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que Samsung commercialise des téléviseurs qui sont capables de reconnaître qui s'assoit en face de leur écran, qui sont capables de changer de chaîne en fonction de gestes que vous faites en face de l'écran, qui sont capables également donc d'interagir à la voix. Ça veut dire que en fait, on a un nouvel objet donc très très proche d'un smartphone et très très proche d'un ordinateur dans nos salons, qui est un téléviseur connecté. Alors l'autre challenge que les moteurs ont à relever, c'est la volumétrie des données à traiter. Donc ça devient véritablement un problème très important. Je rappelle qu'aujourd'hui, on considère que les moteurs indexent à peu près seulement 4% de l'ensemble des informations qui sont publiées sous forme électronique. Alors une grande partie des informations sont cachées donc sur des serveurs qui ne sont pas accessibles sans login, sans mot de passe, qui sont dans des endroits qui ne sont pas du World Wide Web. Il y a aussi tout le dark web qui évidemment le web pirate, qui n'est pas forcément accessible aux moteurs de recherche. Donc ça veut dire 4% réellement indexé, 96% de l'information est ailleurs. Et le problème, c'est que si je prends toute l'information qu'il faut traiter, on arrive aujourd'hui aux zeta-octets. Donc ça c'est la prédiction pour 2016. On va atteindre le moment où, si on veut traiter toute l'information qu'on trouve sur le web, donc là c'est le challenge qui est posé à la NSA, il y a tous les jolis programmes de traitement des données qu'ils essayent de mettre en place sur le World Wide Web. Donc voilà, aujourd'hui on a donc en prévision à peu près 8-10 puissance 21 octets de données à collecter si on veut vraiment utiliser toute l'information disponible sous forme numérisée. Autre challenge qu'ont les moteurs, c'est que on l'a vu donc depuis l'apparition de Twitter notamment, Google s'est rendu compte assez tardivement d'ailleurs que le besoin de temps réel des internautes était extrêmement fort, et temps réel et moteur de recherche, c'est pas quelque chose qui jusqu'à une époque récente était vraiment compatible. Donc c'est-à-dire qu'il fallait toujours un temps assez long entre le moment où l'information était explorée et découverte et le moment où elle devenait exploitable par une requête dans le moteur de recherche. Alors on est passé de 1 mois à la grande époque des débuts de Google à quelques secondes dans le meilleur des cas pour la situation actuelle. Mais on n'est pas dans le pur temps réel. Et donc la difficulté aussi, c'est est-ce qu'on arrive à explorer l'information qui apparaît de manière instantanée dans Twitter. Aujourd'hui, Google vient de re-signer un accord avec Twitter, mais ces derniers temps, ils avaient perdu l'accord qu'ils avaient il y a quelques temps avec Twitter, et donc ils avaient un peu de mal à accéder à l'information en temps réel de Twitter, mais aussi de tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, etc. Or, les internautes sont très intéressés pour avoir accès à de l'information en temps réel.
Donc l'objectif, c'est évidemment, par rapport à cette histoire de temps réel, c'est d'être capable de restituer une information fraîche. S'il y a un événement qui fait la une de l'actualité, qui apparaît soudainement, les gens vont avoir envie de trouver l'information liée à cet événement. Ça, c'est un enjeu important pour les moteurs de recherche. Donc la fraîcheur de l'information, c'est quelque chose qui est d'autant plus important à maintenir que, comme je l'ai dit, les gens commencent à être maintenant éduqués par Twitter et par d'autres applications de type social à une capacité à accéder à l'information en temps réel. Et évidemment, donc on a toujours le challenge numéro 1 des moteurs qui consiste à fournir des réponses de plus en plus pertinentes. Et donc pour y arriver, il n'y a pas 36 possibilités, il faut donc déjà être en mesure de mieux comprendre ce que demandent les internautes et mieux comprendre ce que contiennent les pages web. Mais déjà, il faut mieux comprendre ce que demandent les internautes. Pendant très très longtemps, donc les moteurs ont eu quelques difficultés là-dessus et ont fait par contre donc d'énormes progrès. Alors, traditionnellement, on classe les types de requêtes en 3 groupes, hein, donc les requêtes navigationnelles, les requêtes informationnelles et les requêtes transactionnelles. Bon, c'est la classification classique. Donc la requête navigationnelle, c'est les requêtes qui correspondent en fait à ce pourquoi les moteurs de recherche dans les années 90 ont été conçus. C'est-à-dire la possibilité à partir d'une requête par mot-clé de fournir des URL de pages qui correspondent normalement à ce que cherche l'internaute. Donc au départ, on cherchait essentiellement des pages qui contenaient une occurrence de ces mots-clés. Donc maintenant, on cherche aussi des pages qui peuvent avoir un rapport de sens avec la requête aussi. Mais donc au départ, c'était ça. Donc les requêtes navigationnelles, c'est l'interface habituelle des moteurs de recherche est faite pour répondre correctement à ce type de demande. Donc offrir la possibilité de découvrir l'URL vers lequel l'internaute veut naviguer. Mais en fait, la plupart des gens ont pris l'habitude maintenant d'utiliser les moteurs de recherche pour trouver de l'information. Donc là, c'est les requêtes informationnelles. Donc l'objectif, c'est de pouvoir identifier les pages qui contiennent une information. Le problème, c'est que l'internaute doit faire aussi le travail d'aller chercher l'information dans les pages. Donc parfois, sur la première page de résultat, il faut faire les 10 liens bleus avant d'avoir trouvé l'information. Parfois même, il faut faire le même exercice sur la page 2, la page 3, la page 4. En tout cas, c'était déjà le cas avec AltaVista autrefois, par exemple, ça s'arrivait souvent. Et les requêtes transactionnelles, c'est des requêtes dont l'objectif, c'est de faire une transaction sur le web, donc télécharger un logiciel, écouter un MP3, acheter un produit. Là, ça veut dire qu'on ne cherche pas spécialement une information, on cherche à faire quelque chose sur le web. Ça, c'est les 3 familles de requêtes. Alors évidemment, en fonction de la typologie de requête que veut faire l'internaute, on a, si on veut être pertinent, l'obligation d'adapter la liste des pages auxquelles on répond, les listes des pages qu'on présente, à ces typologies de requêtes. Voilà, si je fais une requête transactionnelle, logiquement, je vais montrer plutôt des sites marchands ou des sites sur lesquels je peux réellement télécharger mon MP3 et pas des sites qui donnent de l'information sur ces sujets-là. Donc il y a eu un vrai effort de détection de l'intention qui est apparu de manière assez flagrante à partir des années 2004-2005 dans les moteurs. Donc là, c'est un exemple qui est tiré d'une étude de Yahoo, qui explique que, en fonction des types de mots-clés qu'on rentre dans un champ de recherche, on arrive en fait à deviner. Alors ça, il y a des études statistiques qui permettent de savoir en fait quelle est la probabilité pour que tel type de requête soit navigationnelle, transactionnelle ou informationnelle. Donc iPhone, par exemple, est forcément une requête navigationnelle. iPhone Chip, bah oui, c'est plutôt une requête transactionnelle parce qu'on demande quelque chose en rapport au prix, donc on veut acheter le produit. Informationnel, si c'est iPhone Hack, je cherche un site qui va me permettre d'avoir une information sur comment hacker l'iPhone. Et donc voilà, donc là, en fonction de ça, je peux adapter réponse à ces familles de requêtes. Alors il y avait un outil sur Bing à une époque qui a été enlevé, c'était bien dommage, qui permettait par exemple de tester la probabilité pour qu'une requête soit commerciale. Ça c'était magique.
Donc hier, ils avaient été obligés de supprimer l'API parce que tout le monde avait commencé à l'utiliser pour vérifier, notamment faire des campagnes AdWords, si les requêtes étaient des requêtes dénotant une intention d'achat ou pas. C'était très utile de faire ça. Mais donc là, par exemple, sur la requête SEO Services, vous voyez, donc l'outil vous disait que la probabilité que ça soit une requête avec une intention commerciale était de 94%. Wow. Donc on a vraiment maintenant un algo qui s'adapte à ce type de requête. Alors ça peut servir par exemple à dire attention, cette requête appelle une information fraîche. Il y a de plus en plus dans les pages de résultats de Google de résultats qui sont promus parce qu'ils sont frais. Donc aujourd'hui par exemple une requête sur le prix, donc sur une notion de prix, peut déclencher l'apparition de résultats qui sont choisis parce qu'ils sont récents, parce qu'effectivement un prix ça devient obsolète très rapidement. Il y a tout ce qui est requête géolocalisée également. Par défaut, c'est quelque chose qui déclenche une page de résultats totalement différente, des classements différents. Donc c'est comme si en fait on avait maintenant dans les moteurs de recherche, parce que c'est vrai aussi sur Bing et c'est vrai aussi sur d'autres moteurs comme Yandex, on a aussi carrément l'impression que l'algorithme donc est totalement changé par la reconnaissance de l'intention de la requête. Alors en parallèle, donc, Google a fait des progrès en traitement sémantique, notamment pour arriver à comprendre le sens caché derrière la requête, et également mieux comprendre en fait quelle est la nature du contenu qu'on trouve sur les pages. Donc là, c'est clair que tout ça fait l'objet d'une lente évolution, mais qui s'accélère. Donc là, vous avez un petit peu une infographie qui vous donne les principales étapes dans l'évolution de Google. Donc les débuts sémantiques, c'était d'ignomine, donc c'est-à-dire la possibilité de faire des suggestions en cas d'erreur de typo et en cas d'erreur de graphie. L'apparition donc de requêtes sur les synonymes, donc les expansions de requêtes, donc ça c'est quelque chose qui date déjà de 2003. Mais l'autocomplétion, finalement, il a fallu attendre 2005 pour avoir l'autocomplétion. La recherche universelle, donc la possibilité d'avoir dans les pages de résultats d'autres types de résultats que des simples liens texte, hein, donc les images, les news, etc. Donc ça date de 2007. Et puis Google Instant, donc là, le changement d'interface qui permet d'avoir, en fonction de ce qu'on tape, la page qui se modifie en temps réel, donc c'est 2010. Et le Knowledge Graph dont on va parler dans pas longtemps, ça date de 2012, hein, et là c'est effectivement une évolution majeure. Donc l'objectif pour Google, c'était effectivement d'aller du simple traitement des mots, de l'indexation des mots-clés, de la capacité à restituer des pages en fonction des mots-clés appelés, en ajoutant un petit peu plus de sémantique là-dedans, la possibilité de comprendre un peu mieux quel est le sens de la requête et quelles sont les pages. Et pour ça, ils sont passés par plusieurs étapes récemment. Déjà, la première étape qui a été un petit peu compliquée parce que ça veut dire traiter des volumes de données qui sont en explosion combinatoire. C'est l'indexation des syntagmes, l'indexation des groupes de mots-clés. Donc, dans un premier temps, le moteur isolait tous les mots-clés, donc c'était l'analyse en sac de mots, isoler tous les mots-clés, donc sans forcément tenir compte du fait que certains groupes de mots-clés ont un sens par eux-mêmes, quoi. Donc là maintenant on commence à avoir donc un index qui reconnaît clairement des groupes nominaux entiers ou des expressions toutes faites comme président des USA, en sachant qu'il sait parfaitement que président des USA c'est exactement la même chose que président des États-Unis d'Amérique, que président des United States of America, etc. Enfin bon. Donc ça on est déjà vers une évolution assez forte. Donc il y a de plus en plus de cas dans lesquels on voit que ce traitement est à l'œuvre. Bon, par contre, on a toujours le problème donc de base qu'ont les moteurs, c'est l'ambiguïté des mots. Donc là, par exemple, j'ai un exemple qui est pris régulièrement par tous les gens qui travaillent sur les moteurs de recherche, c'est le mot-clé Jaguar. Bah oui, quand vous tapez le mot-clé Jaguar, ce qui sort, c'est forcément, comme le mot-clé est ambigu, c'est forcément des résultats sur l'animal le jaguar, mais aussi des résultats sur les voitures Jaguar.
Donc quand l'internaute tape Jaguar, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc on a besoin des ambiguïser. Alors là, il y a une évolution récente qui est très très intéressante pour les moteurs. Lorsque Google s'est lancé en 98, il y a une chose qu'ils voulaient faire mais qu'ils n'ont pas pu faire parce que les habitudes des internautes allaient contre ça, c'était d'utiliser le contexte de la requête pour arriver à comprendre si les gens voulaient plutôt avoir des informations sur l'animal jaguar par exemple ou sur donc la voiture. Le contexte de la requête, ça veut dire qu'est-ce qu'on a tapé avant et qu'est-ce qu'on a fait donc juste avant de taper la requête, etc. Donc pendant très longtemps, c'était impensable d'arriver à passer de l'information sur ce contexte-là en même temps que la requête. Soit parce que les gens s'y opposaient, parce qu'ils étaient donc pas encore sensibilisés, pas encore habitués à l'idée de pouvoir offrir toute une information sur leur comportement au moteur de recherche, soit parce que techniquement c'était pas possible. Mais là aujourd'hui on est arrivé dans le monde où justement le smartphone est dans la poche de tout le monde. Et sur vos smartphones, cette information, vous acceptez régulièrement de la communiquer. Donc vous communiquez l'endroit où vous êtes, vous communiquez votre historique de recherche, vous communiquez votre historique également de comportement sur la plupart des applications. Ceux qui ont téléchargé la dernière version d'Android et des applications Google ont récupéré une version dans laquelle on vous a demandé l'accès à tout un tas d'autres applications. Donc ça y est, c'est mort. Donc maintenant tout le monde communique. Les derniers voyages effectués, commandés à partir de tel ou tel tour opérateur, etc. Voilà. Donc ça c'est la réalité. Donc on a maintenant une situation dans laquelle désambiguiser une requête, ça devient possible parce que, bah oui, vous acceptez que Google stocke un historique de recherche via un cookie. Vous acceptez que Google stocke encore plus d'informations lorsque vous êtes connecté. Et vous communiquez en permanence toute une série d'informations connexes qui permettent effectivement de comprendre réellement pourquoi vous faites cette requête. Donc, parce que vous avez donc communiqué tout le contexte. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup on commence à avoir des bonnes résolutions de certains problèmes habituels, soit avec une approche statistique. Donc là, c'est dans le cas de la recherche de IceCube. Donc voilà, quand vous tapez IceCube dans Google, ça vous sort avant tout des informations sur le rappeur, parce que oui, donc c'est pas un glaçon IceCube, c'est un rappeur avant tout. Donc les gens qui tapent majoritairement IceCube, en fait, c'est pour avoir des informations sur le rappeur et pas sur les glaçons. Donc ça, Google le sait et donc arrive maintenant à sortir donc en premier des résultats qui correspondent à cette typologie de requête-là. Mais vous avez encore plus de chances d'avoir cette requête si effectivement auparavant vous avez fait des requêtes sur d'autres rappeurs et si votre personnalisation incline à mettre en avant tout ce type de résultats. Donc avec IceCube, on a aussi vu apparaître à droite là. Donc un élément du knowledge graph, oui, parce qu'on a en fait une véritable évolution des moteurs vers la notion de moteur de réponse. Donc la vraie révolution récente, c'est le fait que tous les moteurs grand public, Bing, Google, Yandex, etc., tous font un énorme travail ces temps-ci donc d'indexation non seulement de texte, d'images, mais aussi de plus en plus d'entités nommées, d'effets et des relations. Alors juste une question dans la salle, quand je dis entité nommée, c'est un gros mot, je sais, qui aurait besoin d'une définition de ce que c'est? Ok, bon, je vais la donner. En fait, les entités nommées, donc ça désigne tous les objets du monde réel qui ont un nom. Donc, bon, c'est pour ça qu'on appelle ça les entités nommées. Donc ce nom qui est donc utilisé donc dans les textes représente donc éventuellement toute une classe d'objets. Donc ça peut être des noms de personnes, ça peut être des raisons sociales, des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale, des dates, etc. Donc tout ça désigne un fait qui existe dans le monde réel. C'est ce qu'on appelle les entités nommées.
Et donc là c'est intéressant de bien comprendre ce concept parce que ça pose le fait de traiter ces entités nommées des challenges, des défis assez importants pour les moteurs. Je prends un exemple. D'après vous, il y a combien de Michael Jackson qui habitent New York? Bah, des tas. On en est à des dizaines de milliers. Il y a des dizaines de Michael Jackson. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant lorsque je suis en train d'indexer donc une page qui fait allusion à Michael Jackson, c'est d'arriver non seulement à repérer que cette page contient la mention d'un nom, Michael Jackson, mais en plus de bien comprendre à quelle entité se rattache ce nom. Est-ce que c'est le Michael Jackson qui est plombier dans le Bronx, ou est-ce que c'est le chanteur? Eh ouais. Donc là, je suis en train d'analyser un niveau supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir étiqueter dans un texte une information pour désigner un objet du monde réel. Et il y a effectivement beaucoup de problèmes, beaucoup de cas dans lesquels un même objet du monde réel a exactement la même désignation. Donc voilà. Bon, par exemple, on connaît le cas de Paris qui existe aussi dans le Texas. Voilà. Donc il faut arriver à différencier le cas de Paris, Texas, et de Paris en région parisienne. Donc en fait, on est passé du monde de l'IR au monde de l'IE. Alors IR, c'est le terme anglais habituel, Information Retrieval, pour désigner la recherche d'informations à partir des index classiques. Et IE, c'est l'Information Extraction. Alors d'ailleurs, c'était un problème pour ceux qui traduisaient autrefois Information Retrieval par extraction d'informations. Ben non. Maintenant, on fait l'Information Extraction aussi. L'extraction d'informations, ça consiste à analyser les textes pour en arracher des informations structurées. Justement, reconnaître des entités nommées, des faits sur ces entités. Par exemple, voilà, à quel âge est décédé Michael Jackson. Ça, c'est un fait. Donc des couples comme ça, valeur attribut, et puis également les relations qui relient ces entités. Donc ça, c'est donc très très intéressant. Donc ce qu'on fait, c'est déjà la reconnaissance d'entités nommées. Donc l'identification des coréférences. Donc là, c'est analyser les textes pour s'apercevoir que justement, ONU et Organisation des Nations Unies, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est deux désignations qui désignent exactement le même organisme. L'extraction d'événements, de terminologie, de relations. Voilà, alors ça c'est un travail qui s'effectue de manière systématique maintenant sur les pages qui sont indexées par les moteurs de recherche. Donc essayer de trouver dans les textes les entités nommées qui sont désignées dans les textes. Donc là voilà, vous avez un exemple d'étiquetage où on voit que le système trouve Apple et arrive à étiqueter ça comme une organisation, que Cupertino c'est un lieu, et que Flynn Center c'est une organisation. Je peux vous assurer que ce travail-là c'est très 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 difficile à faire. Donc ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour avoir des taux de reconnaissance extrêmement élevés. Bon, alors si vous voulez vous amuser à ça, il y a une application open source qui s'appelle OpenCalais, qui a été fait par Reuters, que vous pouvez installer. Donc il y a même un plugin sous Drupal, mais vous pouvez l'installer sur votre navigateur et ça vous permet de voir effectivement à l'œuvre un outil de reconnaissance d'entités nommées assez efficace d'ailleurs, pour pas un sou puisque c'est une application gratuite. Mais au-delà de l'identification des entités nommées, on cherche aussi à extraire des faits des relations. Donc là, vous avez un exemple de traitement sur 3 textes différents. Là, c'est un traitement un peu particulier, c'est l'identification de séries et de séquences. Voilà, c'est-à-dire être capable de trouver tous les signes du zodiaque, par exemple, à partir de l'analyse de textes qu'on trouve sur le web. Des maladies également, ou des informations comme quel est le rongeur le plus gros du monde. C'est le capybara et c'est une information qu'on arrive à trouver sur le web en analysant des textes dans lesquels on voit apparaître l'expression largest rodent in the world. Donc voilà. Donc si on arrive à comprendre le sens de cette phrase, eh bien on va être capable d'associer capybara avec l'attribut largest rodent in the world.
Alors on peut faire des choses assez marrantes avec ça, donc notamment prendre n'importe quel contenu non structuré et donc arriver par exemple à partir de d'annonces emploi à faire des bases de données structurées dans lesquelles on reconnaît le titre, l'expérience, les qualités et les compétences d'un candidat. Donc ça, c'est des applications réelles et c'est ce à quoi les moteurs de recherche aujourd'hui s'attellent de plus en plus souvent. Alors, on peut faire des tas de choses avec ça. Donc, il y a notamment une application impressionnante qui avait été développée il y a 2 ans par une boîte israélienne qui a après été rachetée par Google, qui s'appelle RaveMiner. Donc là, le principe, c'était d'indexer tous les avis publiés sur les restaurants dans la baie de San Francisco, de faire une application web avec, qui était capable donc de dire où est-ce qu'on trouvait la meilleure pizza de la baie de San Francisco, où est-ce qu'on pouvait trouver le meilleur restaurant indien, ou le meilleur curry, etc. Donc tous ces attributs étaient extraits d'avis posés par des internautes, donc absolument pas structurés, extrêmement bruyants au sens dans un avis d'internaute, il n'y a pas que de l'information très utile, hein, faut dire les choses comme elles sont. Donc il faut arriver à extraire de ces textes qui sont pas toujours très riches en informations, uniquement l'information utile. Et donc ça fonctionne. Alors l'application a été retirée depuis que Google a racheté le site, mais bon. Donc ça, chez Google, ça se manifeste essentiellement par le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, aujourd'hui, ça regroupe donc 500 millions d'entités, 3,5 milliards de faits et 35 000 types de relations différentes entre ces faits. Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais Google se dit, après 2 ans de fonctionnement, que c'est vraiment pas assez. Donc le taux de couverture de ce système est en fait assez faible. Alors ils cherchent sans arrêt à étendre le truc, donc le dernier truc en date c'est ça. Cette semaine, Google s'est dit tiens, je vais proposer maintenant des informations médicales quand je tape une question. Donc là je suis vraiment dans l'évolution vers le moteur de réponse. Donc au départ on avait un outil traditionnel, je tape une requête sous forme de mots-clés et je laisse l'internaute se débrouiller avec mes 10 liens bleus pour arriver à trouver l'information à l'intérieur. Donc là, avec la capacité à indexer des faits, des relations, des objets, je peux commencer à fournir moi-même la réponse. Voilà, donc ça c'est donc quand même l'évolution. Donc là, si je prends une requête sur Marie Curie, comme on l'a vu juste avant, on avait la biographie de Marie Curie et toutes les informations utiles sur Marie Curie que Google a jugé utile de mettre dans sa fiche. Là, je suis sur l'information médicale, ok, je fais une requête maladie, j'ai la possibilité d'avoir immédiatement toutes les informations sur cette maladie, ses traitements, ses symptômes, etc. Avec en plus une infographie qui me permet d'avoir une idée de comment cette maladie se diagnostique ou se traite. Donc là, ça c'est l'évolution la plus lourde, mais donc Google ne peut pas s'arrêter là parce que le taux de couverture de sa base de faits et de relations, qui s'appelle le Knowledge Graph, est très insuffisante. Donc là, ils veulent vraiment aller beaucoup plus loin et augmenter d'un facteur, multiplier d'un facteur 100 à 200 la volumétrie des données qu'ils peuvent montrer grâce au Knowledge Graph. Donc là, c'est le projet Knowledge Vault, qui passe par des outils nouveaux d'analyse des contenus, qui vont permettre donc automatiquement d'aller chercher plus d'informations que ce qu'ils n'arrivent à faire aujourd'hui. Donc là, c'est de la recherche avancée. C'est aussi des approches qui consistent à mettre à contribution les internautes pour arriver à alimenter ces bases de faits et de relations. Parce que Google s'est rendu compte aussi, en travaillant sur la question, et notamment sur les premiers développements pour le Knowledge Vault, que l'approche automatique ne suffit pas à avoir une bonne couverture en matière de faits et de relations. Alors par contre, l'approche automatique pose aussi un autre challenge, c'est vérifier la fiabilité de ce qu'on récupère.
Et donc là, dans le Knowledge Vault, il y a notamment un aspect très intéressant qui est d'arriver à élaborer des méthodes permettant de vérifier la fiabilité des informations qui sont récoltées sur le net. Vaste programme. Donc là, on a un projet qui est en cours. Ils s'attendent à mettre plusieurs années avant d'atteindre vraiment des résultats probants là-dessus. Mais donc voilà, on peut s'attendre à ce que le nombre de réponses fournies directement par le moteur dans les années qui viennent explose. Alors, dans les choses très nouvelles que font les moteurs de recherche, et en particulier Google, il y a aussi le fait de passer à l'indexation des concepts. Bon là, ça va devenir un peu abstrait. Donc, c'est quoi un concept? Donc, c'est déjà une représentation générale et abstraite de la réalité d'un objet. Là, par exemple, si je définis Pierre Curie comme un concept, Pierre Curie, donc c'est une entité nommée au départ, donc c'est une entité, ok. Mais là, c'est plus que ça. Donc, je suis en train d'aborder le concept de Pierre Curie. Pierre Curie, c'est aussi quelque chose auquel je vais rattacher des valeurs, des attributs, des relations. Et donc, c'est cet ensemble d'informations qui constitue le concept que j'indexe. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, ça permet en particulier de pouvoir répondre aux questions en langage naturel. Donc là, j'ai évoqué le sujet tout à l'heure en parlant des dernières évolutions de Google. Septembre 2013, Google bascule sur une nouvelle architecture qui s'appelle Hummingbird. Et Hummingbird est une architecture dans laquelle en fait, la requête permet d'appeler à la fois des résultats qui viennent de l'ancien index qui fonctionne par mots-clés ou par syntagme, enfin en tout cas de manière traditionnelle, et qui fait une expansion de requête qui appelle aussi des pages qui sont associées à des concepts. Et ça devient extrêmement utile quand on fait des requêtes en langage naturel. Alors, là, je vous donne un exemple qui a été sorti d'un brevet qui ressemble à ce que Google a semblé avoir réussi à faire avec Hummingbird. C'est une requête du type What is the best place for Chicago style pizza? Bon, on en revient à nos requêtes sur RaveMiner tout à l'heure, c'est un peu le même style. Mais comment je fais pour y répondre? Alors déjà, qu'est-ce que ça appelle ça comme réponse? Si je tape ça en langage naturel ou si je prononce ça dans mon système de recherche vocale, je cherche un restaurant. Et pas n'importe quel type de restaurant, c'est une pizzeria en fait. Voilà, donc ça veut dire que cette requête appelle un concept qui est le concept de pizzeria. Et donc si j'ai des pages qui sont réellement bien associées au concept de pizzeria, ça devient extrêmement pertinent de répondre avec cette page sur cette requête-là. Donc c'est ça le principe. Alors après, le problème, c'est qu'il faut aussi au passage résoudre tous les types d'ambiguïté du langage. Donc là, par exemple, effectivement, place, en anglais, ça peut vouloir dire dans ce contexte soit restaurant, soit classement. Mais dans ce cas-là, c'est clair que l'analyse de la phrase, plus l'analyse syntaxique de la phrase, plus une analyse statistique permet de dire à coup sûr que c'est plutôt un restaurant qu'on appelle. Donc ça, c'est une modification qui a été silencieuse dans le moteur de recherche Google, mais qu'on commence à voir apparaître de manière violente quand on fait effectivement des requêtes en langage naturel sur le moteur. La liste des résultats n'est pas complètement modifiée par Hummingbird, mais systématiquement, il y a un ou deux résultats qui sont modifiés par rapport à ce qui se passait avant. On a fait des études statistiques avec des gens comme Searchmetrics, par exemple, pour prouver ça. Et on voit effectivement que la liste des résultats présentés par Hummingbird est subtilement différente et que des pages qui sont choisies en fonction de leur association avec un concept sont promues en tête des résultats. Alors l'autre évolution récente, mais qui représente un point majeur dans le cadre de l'arrivée des interfaces de type smartphone et recherche vocale, c'est la recherche conversationnelle. Alors la recherche conversationnelle, ça consiste à pouvoir chercher une information
sur son smartphone en utilisant une recherche vocale, mais en parlant à son smartphone comme on parle avec une personne dans la rue à qui on demande son chemin. Donc comment ça se passe quand on demande son chemin dans la rue? On n'est pas toujours très précis dans la première question. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour Orange Labs à Sophia Antipolis? Voilà. Non mais souvent la personne va demander un peu plus de précision. Non mais Sophia Antipolis, vous parlez de quelle zone? Celle qui est à Valbonne, à Biot, enfin voilà, bon voilà. Et donc après vous précisez et à la fin vous avez la réponse. Voilà, c'est ça la recherche conversationnelle. Mais pour ça, il y a un problème à résoudre, c'est que dans une conversation, on utilise souvent donc des pronoms, etc., qui constituent ce qu'on appelle en linguistique des coréférences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Si vous demandez à votre smartphone « How old is Barack Obama ?», donc il vous fait donc une réponse style moteur de réponse. Il ne vous présente pas des liens bleus, hein, ça c'est fini ça. Sur smartphone, évidemment les 10 liens bleus c'est super compliqué hein, avec l'interface d'aller chercher l'information dedans. Donc ça Google a compris ça, donc maintenant ils essaient de vous fournir directement la réponse. Donc voilà, 51 ans. Super. Maintenant, vous avez envie de lui demander autre chose à votre interlocuteur. How tall is he? Ah, eh bien oui, ça marche. Donc he c'est la coréférence, c'est le pronom qui contient une coréférence. Coréférence à quoi? À ce qui était identifié comme un nom de personne dans la phrase d'avant. Donc voilà. Donc ça marche déjà très bien en anglais. Donc on peut continuer. Hein. Who is his wife? Michelle Obama. How tall is she? Voilà. Donc ça c'est la recherche conversationnelle. Donc les progrès dans la recherche conversationnelle commencent à rendre véritablement les interfaces vocales extrêmement pratiques, parce que ça veut dire que s'il y a un petit peu d'intelligence en face, et là on a besoin d'intelligence artificielle pour donc être efficace là-dessus, s'il y a un peu d'intelligence en face, eh bien on va avoir à terme des assistants numériques qui vont poser les bonnes questions lorsqu'on est ambigu, pas clair, lorsque pour donner la bonne réponse, il faut réclamer des précisions. Et donc là c'est pas encore le cas. On est vraiment dans la simple résolution du problème linguistique des coréférences, mais c'est l'étape d'après. Et là où Google a pris un petit peu d'avance sur tout le monde, parce que ouais, chez Apple ils ont lancé Siri, tout le monde a dit wow, Siri c'est génial et tout, et Google a dit ouais bouf. Donc nous on a Google Now, c'est vachement plus avancé. Ben c'est vrai parce que la logique de Google Now c'est d'être cette fois-ci un moteur de réponse mais prédictif. Donc là l'idée, ça commence à être un peu gonflé, ça consiste à se dire je vais être capable de deviner de quelle information mon utilisateur va avoir besoin avant même qu'il me pose la question. Donc c'est ça le moteur de réponse prédictif. Donc c'est ce que fait Google Now, c'est-à-dire qu'il analyse en permanence les données que vous laissez Google accéder dans Gmail, donc dans votre agenda, dans vos autres applications, etc. Et donc si jamais vous avez acheté un billet d'avion, par exemple, bah voilà, donc il va vous dire votre avion est prévu à telle heure, donc il y a un petit peu de circulation pour aller jusqu'à l'aéroport, donc méfiez-vous. Par contre, donc vous avez la possibilité, et puis il vous demande en fait de quitter votre maison à la bonne heure parce que justement il y a la circulation. Donc là, avec le temps, tous les mois, on voit apparaître une nouvelle carte, vous appelez ça des cartes, une nouvelle carte d'information sur des sujets différents proposée par Google Now, suivant cette logique de moteur de réponse prédictif. Voilà, donc ça on est quand même donc depuis quelques mois, parce que tout ça, là, ce que je viens de dire là depuis 10 slides, c'est donc des choses qui sont apparues il y a moins de 18 mois, hein, donc c'est quand même assez récent. Donc les évolutions à venir. Bon, l'interface pour faire des requêtes, ça va devenir l'élément le plus important, et donc on a évidemment avec les Google Glass eu un aperçu de ce que pouvaient donner les interfaces en réalité augmentée. Ça, on peut, sans trop se tromper, se dire qu'effectivement, c'est l'une des pistes explorées pour le futur des moteurs de recherche.
On a aussi l'explosion des objets connectés. Donc là, maintenant, on peut se dire que qui dit objet connecté dit par moment envie de chercher de l'information via cet objet connecté. Donc ça veut dire que les usages de la recherche vont passer aussi par n'importe quel objet connecté. Et ouais, vous allez demander à votre thermostat Nest, éventuellement, de vous dire quelle est la météo. Alors peut-être qu'il y aura un moteur de recherche prédictif qui va régler automatiquement votre thermostat en fonction de ce qu'il va lui-même aller rechercher comme information sur le site de météo. On a commencé à parler à la fin de Google Now, de Siri, de Cortana. Bon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on voit se développer les assistants numériques personnels de type Siri, Cortana et autres. Et Google Now plus la recherche vocale chez Google. Ça, c'est quelque chose qui semble être véritablement l'avenir donc pour les 2 ou 3 prochaines années, le développement des possibilités des assistants numériques universels. Ça veut dire que en fait, il y aura un espèce d'intermédiaire digital convivial qui fera les recherches pour vous ou à votre place de plus en plus. Donc adieu les requêtes traditionnelles par mots-clés. Et évidemment, tout ça quand même repose sur donc les applications du traitement du langage naturel. Alors il y a des choses qui sont faciles à faire en langage naturel, et il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Donc la reconnaissance de la parole, par exemple, reconnaître des commandes pour votre GPS ou votre voiture, c'est assez simple. En fait, on est dans un contexte très particulier. Les taux de reconnaissance que l'on a sur Siri aujourd'hui sont tellement mauvais qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui se détournent de l'application à cause de ces problèmes-là. Donc là, on est dans un domaine dans lequel les progrès sont beaucoup plus lents qu'ailleurs. Donc il faudra sans doute 3 ou 4 ans minimum avant qu'on ait, par exemple, sur ces assistants personnels, des taux de reconnaissance intéressants. Donc c'est vraiment quelque chose qui conditionne l'évolution future des outils de recherche, enfin des interfaces vers les outils de recherche. Donc on a affaire à des progrès lents, mais qui par contre sont constants. Donc c'est ça qui risque de ralentir le fait. Donc dans les évolutions, évidemment, il y a des progrès très importants qui sont faits dans la compréhension des images. On arrive de plus en plus maintenant, par exemple, à reconnaître des personnes. Et donc si on a de l'information qui vient de la base de faits sur ces personnes-là, on peut les afficher grâce à la réalité augmentée. Donc ça c'est magique. On arrive à reconnaître des tas de trucs. Sur les photos, on reconnaît des monuments et donc donner des informations là-dessus. Donc ça c'est l'application de Google qui s'appelle Google Goggles. Ça marche très bien, donc avec certains types de photos. Lire des textes. Alors on avait évidemment les systèmes d'OCR qui sont assez anciens. Donc maintenant on arrive quand même à avoir des applications qui arrivent à carrément faire 2 choses à la fois, c'est-à-dire donc reconnaître le texte, le contenu du texte, faire de l'analyse de ce texte-là pour arriver à structurer une information qui évidemment dans ce contexte n'est pas très structurée. Donc là, jusqu'ici, il y avait des challenges, par exemple, dans l'indexation des vidéos qui se posaient, parce que, bon, qui dit indexation des vidéos, donc là, si on arrive à lire ce qu'il y a sur les images, on peut aussi indexer l'information qui apparaît dans des images. Mais dans les vidéos, par exemple, pour l'instant, pour arriver à bien les indexer, on a besoin d'informations ajoutées par les propriétaires des vidéos. On a besoin de métadonnées rajoutées par les propriétaires. Sauf qu'on commence maintenant à avoir là aussi, c'est les progrès du traitement de langage naturel qui permettent ça. On commence à pouvoir transcoder les informations vocales contenues dans les vidéos en texte. Et donc ça veut dire là aussi accéder à de nouvelles possibilités d'indexation d'informations cachées dans des vidéos. Et évidemment, on l'a cité tout à l'heure, il n'y a pas trop d'intelligence artificielle aujourd'hui dans les moteurs de recherche, pas beaucoup finalement. Mais ça, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu de tels progrès dans ce domaine-là ces derniers temps que justement on peut s'attendre à l'apparition de nouvelles approches qui
utilise véritablement l'intelligence artificielle, notamment dans les interfaces. Donc, et c'est certainement ça qui va conditionner l'adoption définitive massive des assistants à la Siri, Cortana et Google Now. Donc ça fait beaucoup de choses nouvelles donc apparues ces derniers temps. J'ai pas tout cité. J'avais que 30 minutes et j'ai un peu dépassé en plus. Mais donc évidemment, si vous avez des questions donc sur des sujets particuliers que j'ai survolés ou pas encore abordés, n'hésitez pas à me les poser. Merci.